J'ai failli me faire avoir. On avait regardé pour lancer The Family ici. La semaine où on devait en parler, le port a sauté. Combien tu penses qu'on a de codeurs? Bah, vous devez être 2-3, non? Les gens se rendent pas compte à quel point il faut pas être beaucoup pour changer le monde. Je ferai un compte TikTok et je raconterai par étapes comment créer Godzilla depuis zéro. On a besoin maintenant de 2 millions. Tu vas pas y arriver. Enfin, je pense pas que tu vas y arriver pour 3 raisons. Bienvenue les amis pour cette Better Call Us. Alors un peu spécial aujourd'hui parce que je suis au Liban. J'ai aujourd'hui avec moi Cédric. Bienvenue Cédric. Enchanté. Alors Cédric, on va commencer par un petit pitch de ce que tu fais, raconte aux auditeurs ce que tu fais, puis on va rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, en gros, j'ai fondé une boîte il y a 2 ans avec 2 amis à moi qui s'appelle Ticket. En gros, c'est un software as a service, une SaaS pour l'événementiel. Ça permet à tout genre de music event planner, comme les festivals, concerts ou petites soirées de DJ, de lister leur événement sur une plateforme pour increase leur exposure, vendre plus, vendre leur table, vendre leurs tickets. Et en échange, les event planners auront de la donnée sur leurs clients. Ils pourront agrandir leur brand et faire plus de revenus, faire de plus gros chiffres. Donc là, on a lancé officiellement la plateforme il y a 4 mois au Liban en tant que test ground. On a vendu plus de $600 000 de tickets en 4 mois, 17 000 users sur notre plateforme B2C et plus de 65 clients B2B. Wow. T'as fait ça en 4 mois depuis le En 4 lancement. mois, en 4 mois. On a eu un très bon été. Ouais, c'est de l'attraction ça. Pourquoi, alors avant qu'on commence, je suis très curieux, parce que c'est un épisode un peu spécial. Quelle idée de redevenir... T'étais pas au Liban, t'étais à Londres. Ouais. Pourquoi t'es revenu au Liban faire la boîte? Parce qu'en gros, pendant mes années universitaires à Londres, j'ai découvert des compagnies similaires qui, en gros, focusaient leur business model sur les music events, pas comme Eventbrite ou toutes ces grosses plateformes où ils lisent du tout et du n'importe quoi. Je voulais pas cette interface pour pouvoir acheter des tickets, mais je voulais ce social media où les gens peuvent explorer et trouver des choses qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. Intéressant. Et essayer de focus sur une niche spécifique qui sont les jeunes, les gens qui aiment sortir le week-end. Et on trouvait beaucoup ça à Londres et j'ai trouvé que ce business model n'existait pas au Moyen-Orient, en particulier au Liban. Donc j'ai pas inventé la fusée, je n'ai pas créé un truc qui n'existait pas, j'ai juste essayé de prendre un business model qui existait à l'étranger, essayer de le tourner un peu et essayer de l'appliquer au Moyen-Orient, ce qui a fait un produit qui est très différent, mais dont le but reste le même. Ok, vous êtes combien dans l'équipe? On est 3 cofondateurs, moi et 2 frères, 2 potes à moi. Et on a 8 employés à plein temps qui codent. Et sinon, on est sous contrat avec des accountants, les auditors, le légal, le social media. Ok, bon alors comment je peux t'aider? Là, on a eu déjà pas mal de traction. On sait ce que le produit a besoin. On a eu notre market fit. Ça c'est sûr. On est très content C'est de... même impressionnant comme chiffre de market fit aussi vite sur un si petit marché. Merci beaucoup. Donc, on est déjà très content de la traction qu'on a eue. Mais là, on essaye de lancer la plateforme au Moyen-Orient. Donc, on a utilisé le Liban en tant que test ground, où c'était un marché qui était très cheap à rentrer. La main-d'œuvre n'était pas chère, le marketing n'était pas cher. Donc, pour nous, c'était un moyen de tester et gaffer sans perdre beaucoup d'argent. Mais pour rentrer dans ce marché, ce n'est pas aussi facile qu'au Liban. Yeah. Tout coûte plus cher. Donc, on est à un point là où on a besoin de lever nos premiers fonds. Okay. Donc, on n'a toujours pas levé d'argent, on est self-funded so far. Ça fait 2 ans qu'on a construit le produit. Et là, on est arrivé à un point où on est prêt à lever des fonds pour lancer notre produit à l'étranger. Donc, plusieurs questions à ce niveau. Quand on veut lever nos premiers fonds, on a très peu de revenus. On vient de lancer la plateforme. C'est très dur de donner une valeur à la compagnie. Ça, c'est de 1. C'est très difficile de choisir la bonne stratégie. Et c'est très difficile de savoir... Ça t'appelle la bonne stratégie? Donc, en gros, on avait pensé à quelques mois à lever nos premiers fonds, en gros. Mais on a voulu pousser le plus loin possible pour essayer de bootstrap et garder le maximum d'equity et boost la valuation de la compagnie, avoir un peu de traction. On a besoin maintenant de 2 millions qu'on veut lever. Mais en stratégie, je ne sais pas s'il faut les lever en 1 fois ou en 2 fois. Et être sûr que j'aurai l'argent pour grow la compagnie. J'ai peur que 500 000 ne soit pas assez. Tu vas pas y arriver. Enfin, je pense pas que tu vas y arriver pour 3 raisons. D'abord, ton product market fit, ça reste un product market fit libanais sur un tout petit marché.
Donc, même si moi je sais ce qu'il veut dire et je sais à quel point il est impressionnant, à l'international, ça va pas. Et donc, aux Émirats, en Arabie, ils ont tendance à être beaucoup plus fascinés par les boîtes américaines qui viennent se lancer dans ces pays-là que les boîtes libanaises. Donc, t'as pas un edge énorme de ce point de vue-là. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que pour lever 2 millions, tu rentres dans la catégorie des investisseurs professionnels, des VC. Les VC dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Et en ce moment, de toute façon, les quelques VC qu'il y a, ils sont obsédés par l'intelligence artificielle. Et t'es vraiment pas le bon business pour eux. Troisième chose, même si tu as l'impression que c'est un choix stratégique de lever 500 000 ou 2 millions, c'est pas vraiment un choix stratégique. Ça serait un choix stratégique si tu avais 2 term sheets et qu'il y avait un type qui disait 2 et un type... Là, c'est juste ton imagination. Donc, c'est pas vraiment un choix stratégique, c'est plutôt comment tu peux faire pour te mettre en position d'avoir le choix. Donc, la première chose, je pense que mentalement, c'est hyper important que dans ton équipe, vous ouvriez un dual track. Et que mentalement, vous vous dites, OK, c'est quoi les objectifs de ce mois-ci sans levée de fonds et c'est quoi les objectifs de la levée de fonds. Vous ne pouvez pas passer les 6 prochains mois à essayer de lever des fonds et dans 6 mois pas avoir réussi à lever des fonds et être au même stade et pas avoir fait de progrès parce que 100% de votre focus était sur la levée de fonds. Si vous faites ça, vous allez vous signer votre arrêt de mort. Donc comme la levée de fonds, c'est la chose sur laquelle vous avez le moins d'impact et le moins c'est pas vous qui décidez, tout simplement, de lever des fonds. Vous devez le traiter comme vraiment comme un process de back-end. Et en front-end, il ne faut pas sous-estimer à quel point tu peux lancer les Émirats, faire du marketing, etc., sans argent. Il faut que tu crois en ça. Alors, évidemment, ça ne va pas aller aussi vite que si tu avais 2 millions, évidemment, mais même, ne serait-ce que dans les 6 prochains mois, si tu fais plus 20%, et que tu montres tous les 6 mois une croissance, c'est mieux en fait que pas lancer et attendre quelqu'un, parce que c'est l'élément qui pourrait finir par déclencher quelqu'un localement. Donc localement, à Dubaï, tu as 3 sources de capitaux qui te sont disponibles. Tu as les jeunes avec trop d'argent et qui ne savent pas quoi en faire. Ils peuvent être intéressés en tant qu'utilisateurs, ils peuvent être intéressés en tant qu'investisseurs. Et là, il faut que tu changes de paradigme pour viser ces gens-là. Il faut que tu rentres dans un paradigme, et je t'encourage à lire un article de Paul Graham qui s'appelle High Resolution Fundraising. Où en fait, Paul Graham dit il y a 2 types de levée de fonds. Il y a la levée de fonds que tout le monde connaît, qui est la Low Resolution Fundraising, qui est un fundraising fondé sur tu prends des gens, tu fais un tour, tu as une valo, etc. Et tout le monde est d'accord au même moment. Et ça, c'est une levée de fonds qui demande énormément de leverage et énormément de savoir-faire. Par contre, avant d'arriver à ce stade-là, tu as ce qu'on appelle la High Resolution Fundraising. C'est le fait de prendre un peu d'argent de façon opportuniste. Puisque si tu regardes tes 2 millions, 2 millions, c'est peut-être de l'argent que tu vas dépenser sur 24 mois. Donc en fait, tu n'as pas besoin de 2 millions. Tu as peut-être besoin de 200 000 que tu vas dépenser sur 6 mois, puis 500 000 que tu vas dépenser sur 6 mois, puis 1 million que tu vas dépenser sur 1 an. Et c'est plus facile de passer les stades comme ça avec les nouvelles preuves, tu vois, pour bâtir ta montagne de 2 millions, que d'espérer trouver quelqu'un qui va te mettre 2 millions upfront, où là, c'est carrément une montagne. Donc tu vois, c'est la différence entre passer un mur d'un seul coup, où tu réussis la performance de lever 2 millions, ou construire un escalier confortable, petit à petit, tu montes pour 2 millions. Et ce qui est marrant, c'est que les 2 autres acteurs des Émirats où tu peux lever des fonds, à savoir les VC locaux, incubateurs, blabla, et tout ce qui est gouvernemental, qui amène quand même pas mal d'argent, surtout en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, il y a énormément d'argent de gouvernement. Ils seront extrêmement sensibles à la qualité de la catégorie 1. Parce qu'en fait, plus tu prends des petits tickets en 1, plus c'est comme ouvrir des pans de network. Même si tu as quelqu'un de bien connecté qui te met 25 000 $ localement, c'est comme un jeu vidéo, bam, tu as ouvert un nouveau champ de relations. Et si tu en prends 1, 2, 3, et qu'en même temps tu fais des progrès, et que tu arrives à corréler ça comme un bon cuisinier, et bien à un moment, tu as un truc qui clique et les gens disent « Ah, that's interesting », et je vais aller mettre beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, c'est peut-être pas 2 millions que tu vas lever, mais peut-être 5, 10, parce que c'est quand même une région dans laquelle les gens ont beaucoup, beaucoup de mal à investir. Ouais. Mais quand ils investissent, c'est sans limite. J'arrive exactement à ma deuxième question. Donc là, sur la première, on a déjà fait ça. Donc
ce qui est bien avec notre business en général, c'est que le raising money would only grow the business. Donc si on arrête de raise d'argent, on va continuer à être profitable. Ouais. De qui raise d'argent? En gros, on a eu plein de nos clients qui ont voulu mettre l'argent dans la compagnie. Beaucoup. Ouais. Ça arrivait 5-6 fois. Ok. Et parce qu'ils connaissent le produit, ils l'ont utilisé et ils voient le potentiel. C'est un gros débat entre nous, dans nos têtes plutôt, si on doit raise 2 clients, oui ou pas. Vu que ça peut créer beaucoup de problèmes autour de la donnée, vu que c'est une industrie qui est plus ou moins, qui focus beaucoup sur la donnée et qui tient beaucoup à sa donnée. Donc si moi, par exemple, en tant qu'event planner, je sais que mon plus gros compétiteur, il a des parties de cette boîte, je ne vais plus vouloir travailler avec cette boîte parce que je vais croire que lui a accès à la donnée. Tu penses que tu pourrais lever tes 500 000 euros avec? Clients plus quelques personnes, oui. Parce que moi, si j'étais toi, je le ferais. Parce que même si c'est controversiel, même si ça fait de la friction, de toute façon, ce sera toujours plus petit que l'utilité de l'app. Donc même si temporairement, les gens vont râler, etc., comme de toute façon, s'ils se sortent de l'app, ils vont avoir un immense défaveur. Ils vont se dire, bon, mes concurrents, ils ont la data, mais bon, finalement, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Parce que si j'ai pas l'app, c'est encore pire. Ouais. Et donc, entre 2 poisons, il vaut mieux prendre celui qui tue le moins. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est juste un rapport de force. Et après, c'est comme tous les trucs de confiance, c'est que les gens, ils parlent beaucoup, mais ils font pas. Et d'ailleurs, les gens qui te donnent de l'argent, s'ils te pressurisent, oublie jamais qu'ils ont déjà fait leur virement. Ouais. Ouais. Donc, t'as pas besoin de le vivre comme une vraie pression. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas... D'ailleurs, de ce point de vue-là, plus tu auras de gens, plus tu auras de pouvoir local, plus tu auras de réseau. C'est là où, après, toi, il faut que tu comprennes qu'une partie de ton travail en tant que boss, bah, c'est de mettre tes investisseurs bien, de comprendre qui ils connaissent, de leur donner envie de t'aider. En fait, l'art de lever des fonds, ce n'est pas qu'un art de prendre de l'argent. C'est aussi un art de mettre les gens en musique, qu'ils soient heureux de t'aider, qu'ils aient envie de t'aider, etc. At the end of the day, on verra quelles sont les meilleures options et on prendra tout en compte. Exactement. All good? Bon, bah, All trop good. bien. Eh ben, on te souhaite Merci meilleure beaucoup. réussite. Bravo encore pour ces résultats. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bienvenue pour cet épisode de Better Call Ous. On est avec Naïm, on est toujours au Liban. Naïm, bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors Naïm, raconte-nous ce que tu fais, d'où tu viens. Moi, je m'appelle Naïm, je suis né en Guadeloupe, une petite île dans la Caraïbe. J'ai fait mes études à Paris et je suis arrivé par opportunité au Liban. Je suis franco-libanais, comme toi. Et j'ai eu une opportunité de venir ici, dans le vin. Et une fois que ça s'est fait, j'ai vendu la boîte. J'ai fait une autre boîte dans tout ce qui est médias. J'ai commencé à coller des pubs sur les taxis et les bus ici. Ça a cartonné aussi, j'ai vendu. Et j'ai créé une boîte dans la tech. Je me suis dit, ça y est, j'en ai marre de tout ce qui est relations physiques et tout. Viens, on fait un truc dans la tech. C'était il y a 8 ans de ça. Et j'ai rencontré personne au début pour m'aider, parce que je ne suis pas codeur à la base. Et j'ai eu un peu de chance. J'ai été en Chine, j'ai été en Inde, je me suis pris des grosses amendes, j'ai perdu de l'argent. Et il y a un mec que je vois sur le bord du barbecue, comme ça, que je ne sais pas. J'ai été socialisé, tranquille. Et il me dit, ouais, tu fais quoi et tout? J'ai dit, je viens de rentrer de Chine, je me suis fait une amende de 20 000 $. Je cherche un codeur. J'ai une idée, j'ai envie de la faire prospérer, la faire coder, quoi. Et je cherche un codeur. Il me dit, bah, si tu veux, moi, j'en connais des codeurs. Je lui dis, ouais, c'est ça, ok. Tiens, prends mon numéro, on verra ce que ça donne, tu vois. Et le mec, il m'a rappelé 2 jours après, son pote. Et c'est devenu mon co-founder maintenant. L'idée à la base, c'était Uber venait d'exploser. D'accord. Je me suis dit, mais tout le monde a besoin d'un Uber. C'est-à-dire que pas Uber le taxi, mais de la technologie Uber. Donc tu en as besoin dans tout ce qui est vente à domicile, supermarché. Enfin, c'était très early tout ça. Et j'arrive, je lui donne le concept, il a adoré. Il me dit, écoute, moi je vais être associé avec toi, je vais pas être au payroll. Et si tu veux, on fait ça ensemble. Je lui dis, pas de problème. Ça prend combien de temps? Il me dit 3 mois. Ça fait 8 ans. Donc voilà, c'est ça. Comment ça fait 8 ans? Ben, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ah oui, il a pas mis 8 ans à faire. Non, il n'a pas mis 8 ans à faire le truc. Mais bon, c'était sympa parce que, tu sais, 3 mois, tu te dis, ça y est, t'as fait l'idée, mais tu sais, Non, bien sûr. Ça germe, ça fouille.